Alors ensuite, une fois qu'on a étudié un couple de variables aléatoires, on définit ce qu'on appelle des variables indépendantes. Vous en avez déjà entendu parler, on va juste voir les définitions vraiment très précisément. On dit que les variables x et y sont indépendantes lorsque, pour tout couple xy de valeurs possibles prises par les variables x et y, la probabilité de l'intersection x égale x inter y égale y est égale à la probabilité que x soit égal à x fois la probabilité que y soit égal à y. Donc c'est exactement la même définition que événements indépendants, mais cette fois-ci, encore, les événements se traduisent à partir de variables aléatoires. Alors, quel est l'intérêt, de variables aléatoires indépendantes? Déjà, ça vous dit que pour calculer la loi conjointe, en fait, cette fois, si vous connaissez la loi de x et la loi de y, c'est bon, ça suffit. Et pour calculer l'espérance ou la variance, on va voir que ça a un intérêt. Donc, pour montrer que deux variables sont indépendantes, ce qui est très important, c'est il faut connaître la loi conjointe, il faut connaître la loi marginale de x et la loi marginale de y, et il faut ensuite vérifier qu'on a bien cette égalité pour toute valeur de petit x et de petit y. Donc, autrement dit, pour montrer que des variables sont indépendantes, ça peut être long, parce qu'il faut le faire pour toutes les valeurs de x et y. Par contre, pour montrer que des variables ne sont pas indépendantes, il vous suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un couple xy pour lequel cette égalité n'est pas vérifiée. Alors, on va voir plusieurs résultats sur les variables indépendantes. Premier résultat, c'est presque une réécriture. Si x et y sont deux variables indépendantes, alors la probabilité que x appartienne à A inter y appartienne à B est égale au produit des deux probabilités. Autrement dit, dans la définition d'indépendance, on a l'égalité pour un seul élément de x de oméga et un seul élément de y de oméga. En fait, la propriété, elle est vraie aussi pour quand l'événement que vous avez à l'intérieur de la proba n'est pas simplement défini avec un égal, mais il est défini avec n'importe quelle autre propriété. Donc on va démontrer ce théorème 13. On se fixe A et B, deux parties de x de oméga et de y de oméga. La seule chose qu'on connaît pour l'instant sur x et y, c'est ce genre d'égalité-là. Donc cet événement-là, x appartient à A, y appartient à B, on va essayer de l'écrire comme une union de plein d'événements de cette forme-là. Donc on prend cet événement, alors x appartient à A, ça veut dire que x est égal à petit x pour n'importe quel petit x qui est dans A, et y appartient à B, ça veut dire que y est égal à n'importe quel élément petit y, à condition que petit y soit dans B. Donc de cette union-là, puisque tous ces événements sont incompatibles, puisque par exemple vous ne pouvez pas avoir à la fois x égale x, y égale y, et en même temps x égale x', y égale y', avec x différent de x' ou y différent de y', donc tous ces événements sont disjoints. Donc la probabilité de cet événement, c'est la somme sur tous les couples x, y de la probabilité de cet événement. Alors comme c'est une somme sur un couple, on peut l'écrire comme une double somme. Une somme sur x, une somme sur y. Et là, on peut enfin appliquer la définition de indépendante. Puisque les variables x et y sont indépendantes, la proba que x soit égal à x, inter y égale y, c'est la proba que x soit égal à x fois la proba que y soit égal à y. Donc cette probabilité d'intersection, on peut la séparer en deux probabilités. Et puis du coup, ensuite, on peut couper ces sommes en deux, puisque les deux indices sont indépendants, et la partie qui touche x et la partie qui concerne y, là, elles sont aussi coupées en deux. Donc, la somme pour x appartenant à A de p de x égale x, c'est exactement proba que x appartienne à A, et la somme pour y appartenant à B de p de y égale y, c'est exactement la probabilité que y égale b. Donc on retrouve bien que la proba de l'intersection est égale au produit des deux probabilités. Donc pour des variables aléatoires, vous n'avez pas besoin de vous ramener à chaque fois à des événements comme ça. Du moment qu'il y a quelque chose qui concerne x, inter quelque chose qui concerne y, si x et y sont indépendantes, vous pouvez le couper comme deux probabilités. Et ensuite, vous pouvez calculer par exemple séparément chacune de ces deux probabilités.
Autre résultat important, si x et y sont indépendantes, alors n'importe quelle fonction qui concerne x va être indépendante de n'importe quelle fonction qui concerne y. Ça, on l'avait déjà vu un peu pour des événements, c'est une généralisation de si a et b sont indépendants, alors a bar et b sont aussi indépendants. C'est ce genre de choses, sauf que le complémentaire d'une variable aléatoire, ça n'existe pas. Donc ici, le résultat qui correspond, c'est pour n'importe quelle fonction appliquée à x. Donc par exemple, si x et y sont indépendantes, et ben x au carré et y sont aussi indépendantes. Ou x au carré et y moins 7 sont aussi indépendantes. Okay ? En gros, dès que vous êtes capable d'exprimer séparément ce qui concerne x et ce qui concerne y, vous avez fabriqué des variables indépendantes. Alors, on va démontrer ce théorème 14. On suppose que x et y sont indépendantes. Et on a deux fonctions f et g. Pour montrer que la variable aléatoire f de x et la variable aléatoire g de x sont indépendantes, on doit calculer ces probabilités-là. C'est-à-dire la proba que f de x appartienne à inter g de y égale b. Et on doit montrer à la fin qu'on a proba de f de x égale a fois proba de g de y égale b. Alors, la seule information qu'on a, c'est sur x et y, donc on doit d'abord commencer à se ramener à exprimer cet événement autrement que avec f de x, mais seulement avec x. L'événement f de x égale a. Ça veut dire que la variable grand X, elle prend une valeur qui est un antécédent par f de petit a. Donc autrement dit, ça veut dire que f appartient à l'image réciproque par f du singleton a. Vous faites attention, ici, f-1 de a, c'est un ensemble. C'est pas un nombre. Là, il faudrait presque mettre un singleton pour s'en convaincre, comme j'ai fait à côté. Vous faites très attention. F n'est pas une bijection, mais cette notation existe quand même. Et g de y égale b, eh bien c'est la même chose que y appartient à tous les antécédents par g du singleton b. Et donc là, on a écrit cette probabilité comme une probabilité d'un événement qui concerne x inter un événement qui concerne y. Puisque x et y sont indépendantes par le théorème 13, on peut couper cette probabilité en deux. Et c'est là où il faut vraiment préciser l'indépendance. Donc ça, c'est le symbole officieux pour indépendant. Vous, dans votre copie, vous écrirez indépendance, au moins la première fois. Et ensuite, cet événement-là, x appartient à f-1 du singleton a, ben on le réécrit f de x égale a. Et y appartient à g-1 du singleton b, on le réécrit g de y égale b. Et donc finalement, pour n'importe quelle valeur prise par f de x, n'importe quelle valeur prise par g de y, on a que la proba de l'intersection est égale au produit des probas. Donc on a retrouvé la définition de l'indépendance. Les variables f de x et g de y sont bien indépendantes. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière pour un peu essayer de faire sur des exemples, ici vous voyez, on a fait la variable aléatoire s qui vaut x plus y. Et puis on s'était intéressé aux probas, à la probabilité que s soit égal à 5 par exemple, c'est-à-dire la probabilité que x plus y soit égal à 5. L'événement x plus y égale 5, ben votre seul moyen pour l'écrire comme un événement qui concerne x et un événement qui concerne y, c'est ce qu'on avait fait, c'est-à-dire l'événement s égale 3, vous voyez, on l'avait écrit comme une valeur pour x inter une valeur pour y, union une valeur pour x inter une autre valeur pour y. C'est le seul moyen, et par exemple, si vos variables x et y, elles étaient indépendantes, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'exemple 9, mais on peut, si jamais c'est le cas, la proba de cette intersection, ce serait le produit des deux probabilités. Voilà comment on fait pour essayer de séparer x et y. Pour le max, c'est la même chose. Je reviens là. Une fois que l'événement m égale k, vous l'avez écrit ici comme une union de 3 événements, vous avez la proba qui vaut une somme de 3 probas. Et bien ici, si jamais x et y sont indépendantes, cette proba, c'est le produit de la proba de x strictement inférieur à k fois la proba que y soit égal à k. Ok, voilà comment on utilise l'indépendance. En gros, dès que vous arrivez à écrire votre événement comme une intersection de un événement qui ne concerne que x,
inter un événement qui ne concerne que y, dans ce cas-là, vous pouvez couper en deux. Alors, on va voir d'autres propriétés. Une autre propriété très importante des variables indépendantes, c'est que si x et y sont indépendantes, alors l'espérance du produit x, y est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Ça, ce n'est pas vrai si x et y ne sont pas indépendantes. On commence dans la démonstration par écrire la définition d'une espérance. Donc la définition de l'espérance de la variable aléatoire x, y, c'est la somme sur toutes les valeurs possibles prises par le produit x, y, donc c'est-à-dire toutes les valeurs possibles prises par x fois y, x, y fois la proba que x soit égal à x et y soit égal à petit y. Puisque les variables x et y sont indépendantes, cette probabilité, on peut l'écrire comme un produit de deux probabilités. C'est la probabilité que x soit égal à x fois la probabilité que y soit égal à y. Du coup, on a réussi à couper en deux ce qui concerne petit x, ce qui concerne petit y. Donc on regroupe ensemble ce qui concerne petit x et on voit apparaître la formule pour l'espérance de x. Et on regroupe ensemble ce qui concerne petit y et on voit donc apparaître l'espérance de y. Vous faites vraiment attention, si x et y ne sont pas indépendantes, vous avez le droit d'écrire cette formule. Par contre, cette probabilité-là, il faudra la calculer autrement que en réussissant à la couper en deux. Alors, il y a un résultat également pour la variance. Si x et y sont indépendantes, alors la variance de la somme, et vous faites attention, c'est pas le produit, c'est la somme, la variance de x plus y, est égale à la variance de x plus la variance de y. Donc on va démontrer ce théorème 16. Par définition, enfin par la première propriété sur la variance de x plus y, c'est l'espérance de x plus y au carré moins l'espérance de x plus y au carré. X plus y au carré, on va le décomposer, et comme l'espérance est linéaire, on obtient espérance de x au carré, plus 2 fois l'espérance de x fois y, plus l'espérance de y au carré. Et puis pareil, espérance de x plus y, c'est espérance de x plus espérance de y, qu'on a mis au carré, donc on obtient espérance de x au carré, moins 2 fois espérance de x fois espérance de y, plus espérance de y au carré. Et puis, puisque les variables x et y sont indépendantes, l'espérance de x, y est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y, donc ces termes se simplifient dans l'expression. Et donc, il nous reste espérance de x au carré moins espérance de x au carré, c'est-à-dire variance de x, et espérance de y au carré moins espérance de y au carré, c'est-à-dire la variance de y. Donc, on a bien le résultat annoncé. Alors, vous faites attention de ne pas confondre ces deux formules. Pourquoi est-ce que je vous ai pas parlé de l'espérance de x plus y? Parce que comme l'espérance est linéaire, l'espérance de x plus y, c'est tout le temps, même quand les variables ne sont pas indépendantes, l'espérance de x plus l'espérance de y. Et pourquoi est-ce que je vous ai pas parlé de la variance de x, y? Parce qu'il n'y a pas de formule. Au cas par cas, on pourra essayer de le faire, mais il n'y a pas une formule qui est vraie tout le temps pour la variance de x fois y.